samedi. Oui, enfin, c'est samedi. Oui, ici Jean Lavigne et bienvenue sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM pour Enfin, c'est samedi. Et j'ai l'immense privilège de passer cette heure avec vous. J'espère que vous allez bien. Oui, bien sûr. Et que vous avez passé une belle semaine. Au menu aujourd'hui, cette semaine, notre chroniqueuse Lynn Perron d'adoption, émotion et retrouvailles. Oui, tel que promis, nous sommes en ligne avec notre chroniqueuse Lynn. Lynn, salut. Salut, bonjour tout le monde. Il fait beau ce matin, c'est le fun. Oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait l'impression d'être dans une basse-cour, hein? Il faisait un froid de canard et on avait la chair de poule. Oui, c'est en plein ça. C'est bien dit. Lynn, aujourd'hui, tu nous parles, on a l'habitude d'entendre l'expression, les enfants, la DPJ, mais là, tu vas nous parler des parents, la DPJ. Ben oui. J'ai voulu aborder ce sujet-là parce que, on a souvent parlé des mères biologiques qui n'avaient pas le choix de laisser leur enfant, puis les sentiments qui allaient avec ça, culpabilité, honte, etc., la société, le péché, puis bon, on en met. C'était la réalité de l'époque. Mais pourquoi j'ai voulu parler des parents de la DPJ? C'est parce que j'avais eu le privilège de donner une conférence pour un groupe français, mais il y avait des Québécois là-dedans. Puis ça, c'était en décembre dernier. Et dans ce groupe-là, il y avait une mère d'origine qui avait été obligée ou qui s'était fait enlever ses enfants. Okay. Elle en avait 4. Puis là où ça m'a touché beaucoup, c'est que cette personne-là, on voyait qu'elle voulait tellement bien faire, puis elle prenait des notes avec les autres conférenciers, puis tout ça, puis elle posait des questions. Et dans une de ces questions, il est ressorti qu'elle avait exactement les mêmes sentiments que les mamans du temps des crèches. Elle avait de la honte, elle avait de la culpabilité. Puis là, je me suis dit, voyons donc, c'est la même chose, même si, au départ, elle avait ses enfants avec elle, puis qu'elle n'a pas pu les garder pour X raisons, là. Peu importe la raison là, des parents de la DPJ, là. Okay. On s'entend qu'il y en a, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés ou des limites, puis qui sont pas capables de donner ce qu'il faut à l'enfant. Mais ce que j'ai appris de cette mère-là, c'est que ces parents-là, ils aiment les enfants malgré tout. Puis c'est pas de gaieté de cœur quand que la DPJ vient les retirer de la famille pour le bien de l'enfant. Là, moi, je veux pas commencer à juger le parent il a fait telle affaire ou la DPJ a pas été correcte. Non. Il y a des enfants qui ont été enlevés de leur famille et c'était vraiment pour leur bien. Mais la souffrance de ces parents-là, on n'en parle pas. Okay, ouais. Là, le système est organisé pour que maintenant, ils vont donner la chance aux parents d'apprendre comment être un bon parent, puis tant au niveau physique que psychologique, puis tout ça, ils ont des outils, puis quand le parent réussit à surmonter ses obstacles, ses difficultés ou ses limites, on lui redonne son enfant. C'est bien pour le parent, ça. Pour l'enfant, c'est une autre histoire parce que là, il est attaché à ses parents, il va s'attacher aux parents de la famille d'accueil, il revient avec ses parents. C'est très difficile, ce ballottage-là, pour les enfants. Il y a des conséquences à ça, il y a des séquelles qui durent toute la vie. Mais au moins, quand il peut revenir dans sa famille, il s'interrogera pas sur ses origines, à qui je ressemble, qu'est-ce que mes parents font dans la vie, sont-ils proches, sont-ils loin, etc. Tout ce que l'adopté peut se poser comme question, l'enfant n'aura pas à vivre ce questionnement-là s'il retourne dans sa famille d'origine. Fait que c'est pour ça que je veux pas émettre aucun jugement là, parce qu'il y en a qui font vraiment des beaux efforts. Puis ceux que l'enfant ne peut pas retourner dans sa famille, peut-être que le parent il est pas capable d'aller au-delà de ses limites. Fait que là, pour le bien de l'enfant, il va rester dans une famille d'accueil, voire même être adopté. Non, c'est ça, faut pas juger. Mais se faire prendre son enfant à la naissance ou plus tard, c'est la même chose.
C'est la même culpabilité, là. Oui, puis la culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur pour garder son enfant. Ah oui, oui. La mère biologique du temps des crèches, elle l'avait, cette culpabilité-là. La culpabilité de ne pas avoir été capable de garder son enfant. La culpabilité d'être indigne. Être indigne, oui, comme on leur montrait si bien dans ce temps-là, en plus, tu sais. Oui. Fait que c'est vraiment pas facile. Puis il y a la honte aussi, tu sais. Pour les mères du temps des crèches, j'ai eu une relation sexuelle avant le mariage, péché mortel, ou si elle a été violée, agressée, ou tout ça. Il y a la honte aussi parce que la société a toujours enseigné que c'était la faute de la victime, là. Hein? Maintenant, il y a des mouvements pour permettre aux victimes de s'exprimer. Mais comment souvent qu'on a entendu, sa jupe était trop courte, c'est de sa faute. Hein? Ouais, comment souvent qu'on a entendu ça. Fait que fait qu'il y a une honte aussi, peu importe là, la source de la conception. Fait que c'est très lourd à porter, ces deux sentiments-là. C'est un vrai boulet de canon enchaîné au pied. Donc le parent, lui, de la DPJ, il va avoir la honte aussi de ne pas avoir été à la hauteur, de ne pas avoir pu prendre soin de son enfant ou tout ça. On se cachera pas qu'il y a toujours des exceptions. Si je retourne avec les mères du temps des crèches, les religieuses m'ont dit, il y en a qui venaient puis qui me disaient, à l'année prochaine, ma sœur, tu sais. Bon, on s'entend que le sentiment de honte et de culpabilité ne devait pas être au même niveau. Là, il n'avait peut-être pas pantoute, là. Là, on parle dans la généralité, là. Comme les parents de la DPJ, il y en a aussi qui voudront pas faire d'efforts puis tout ça, puis qui, tu sais. Fait que, mais si on regarde dans la majorité, ces parents-là en souffrent. Autant du temps des crèches que les parents de la DPJ, il y a une souffrance qui s'installe. Pourquoi cette souffrance-là? C'est parce que les deux doivent faire le deuil d'un enfant vivant. Oui. Tu sais? C'est sûr que le parent de la DPJ va avoir droit à des visites, supervisées ou non, là. Il va avoir droit à des visites. Fait qu'il va savoir que son enfant va bien quand il le voit. Mais dans le reste de la semaine, ou du 2 semaines, ou du mois, mon enfant, est-tu correct aujourd'hui? Ça se passe-tu bien? Y a-tu un accident à l'école? Y a une interrogation qui est presque aussi grande, parce que là, on sait qu'il s'est arrivé de quoi à l'enfant, le parent serait avisé, là. Mais l'inquiétude, elle est là. Pareil, il y a un stress pareil de pas voir son enfant, il y a la hâte de pouvoir le retrouver à chaque fois, et il y a la peine de le reperdre à chaque fois. C'est pas drôle, ça. Oui, parce qu'après la visite supervisée, l'enfant retourne dans sa famille d'accueil et la souffrance revient, là. Oui, puis on en voit, là, tu sais, non, maman, va-t'en pas, je vais rester avec toi, maman, tu sais. Ouais. Fait que l'enfant, c'est dur, ça, autant pour l'enfant que pour le parent, là. Puis l'intervenant là-dedans, c'est pas facile non plus. Petite parenthèse pour l'intervenant, là. Faut qu'il mette son pied à terre, parce qu'il y a des sentiments, cet intervenant-là, puis il faut qu'il parte avec l'enfant, même s'il s'accroche avec son parent. Oui, il faut qu'il passe par-dessus ses sentiments, là. Oui, puis il faut qu'il fasse sa job d'intervenant. Ça aussi, c'est pas toujours simple. Il y en a que c'est vraiment bouleversant, là. Fait que c'est pour ça que je voulais rendre un certain hommage aux parents de la DPJ, surtout pour ceux qui travaillent fort pour réussir à reprendre leur enfant, puis qui réussissent, bravo. Ceux qui réussissent pas, moi je leur dirais, lâchez pas. Ça vaut vraiment la peine de faire ces efforts-là pour vous, puis pour votre enfant, puis pour le bonheur de toute la famille. Parce que moi, j'ai côtoyé quelques parents qui avaient de la difficulté, que leur enfant a été enlevé, mais que par la suite, ils se sont replacés. Mais ça, c'était dans un système où l'enfant ne revenait pas, là. OK. Tu sais? Fait que ils ont eu d'autres enfants, puis ils étaient corrects pour les élever, puis tout allait bien. Tu sais? Fait que, mais là, ils pensaient toujours à leur autre enfant qui avait été enlevé. Puis là, il y a une certaine rancœur qui s'installe envers la DPJ, parce que là, ils sont corrects, puis ils peuvent pas avoir leur enfant. Ça, on peut comprendre la rancœur du parent, là. Mais le système, il est pas parfait, puis là, s'il s'améliore à différents niveaux, tant mieux, mais on peut pas régler toutes les erreurs qui ont été faites dans le passé, malheureusement. Fait que ça, ce sont des parents qui gémissent de ça, puis ça revient à la maman que j'ai connue en décembre.
elle les cherchait, ses enfants, fait qu'elle les avait pas repris, là, ils n'avaient pas été redonnés, là. Fait qu'elle les cherchait, puis elle gémissait auprès d'eux, puis vraiment, comme je disais tantôt, là, elle voulait tellement bien faire, là. Elle prenait des notes, puis tout ça, puis les conseils pour si elle les retrouve, comment gérer ça, notamment de ne jamais mettre la faute sur la DPJ, comme des phrases des fois qu'on entend. Ah ben moi, la DPJ est venue m'enlever mes enfants, puis puis ça donne rien de compter ça à l'enfant. Peu importe que la DPJ ait eu raison ou pas, l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est de connaître son parent, puis partir une nouvelle vie à partir du moment des retrouvailles. Ce qui fait partie du passé, si le parent dit « Ah, ils m'ont enlevé, puis il n'y avait pas raison », l'enfant va s'en rendre compte, il n'est pas fou. Il va s'en rendre compte si son parent a des limites, puis il va comprendre que c'était pour son bien. Fait que ça donne rien de venir s'excuser, puis de dire « C'était pas de sa faute », puis tout ça. Il faut partir du présent, puis bâtir vers l'avenir. C'est ça qui compte. Fait que ça, là, c'est un conseil que j'ai donné à cette maman-là, puis elle dit oui, ok, je vais le faire, tu sais. C'est super important de pas retourner dans la souffrance du passé, puis tout ça. On s'entend qu'un enfant adopté du temps des crèches va avoir besoin de connaître son histoire, comment tu as connu mon père, puis ci, puis ça, puis savoir l'histoire entourant sa naissance, puis l'histoire entourant son adoption. Mais dans un cas où la DPJ a été forcée de s'en mêler, est-ce que c'est bon de compter les détails de l'histoire? Pas sûr. Oui. Pas sûr. Fait que c'est mieux de partir du moment des retrouvailles puis de se bâtir un présent et un avenir, mais de pas aller chercher les souffrances du passé. Ça l'amène à rien de bon, ça. Donc, absolument rien de bon. Il ne faut pas réouvrir les plaies, là. Non, c'est mieux pas. C'est sûr que, bon, si les deux, d'un commun accord, décident, on va se parler du passé, sans verser dans le mélodrame, sans verser dans c'est la faute de, puis c'est à cause de, c'est à cause aiguë que j'appelle, là, on va pas là-dedans. On dit les faits. Bon, moi, j'étais malade, j'étais pas capable de m'occuper de toi, je voulais pas te laisser aller, ils sont venus te chercher, mais c'était pour ton bien, ça, c'est une chose. Mais de verser dans la stacose aiguë, ça, c'est jamais bon, là. Jamais, là. On n'embarque pas là-dedans. L'enfant n'embarquera pas là-dedans non plus. Peu importe l'âge des retrouvailles, il n'embarquera pas là-dedans. Ça va le faire souffrir, puis ça peut peut-être même l'éloigner. Fait qu'il faut faire attention à ça. Beaucoup. OK, Lynn, on va faire une pause. Et après, on revient avec ta partie, un nouveau projet. Oui, OK, on parle de ça après la pause. À tantôt. À tantôt. On poursuit avec notre amie Lynn. Lynn, le 1er mars dernier, tu as commencé un nouveau projet de capsule conférence. D'où vient cette idée? D'une thérapeute. Ah ouais? Je m'en vais me faire traiter le dos, puis tout ça, on jasait de... Ben évidemment, je jase beaucoup de tout ce qui est trait à l'adoption puis les retrouvailles. C'est ma passion, là. Oui. Puis, c'était elle qui m'a apporté l'idée. Elle dit... Mais pourquoi tu ferais pas des capsules? Elle dit, tout le monde écoute des capsules. J'aurais pas pensé à ça. Fait que, puis là, on a parlé des conférences. Donc, les capsules ont pour but, dans le fond, de donner de l'information générale, là, mais je vais toucher à tous les sujets, là. Okay. On va parler des enfants adoptés, bien sûr, mais des parents biologiques, des parents adoptifs. D'ailleurs, la prochaine capsule les capsules vont sortir le 1er de chaque mois. Ça va être publié sur mon site, sur Facebook, sur YouTube. Fait que c'est pas un problème, c'est accessible. Donc, c'est ça. Fait que ces capsules-là ont pour but de toucher toutes les personnes, la triade en fait. Puis la prochaine, je vais répondre à une question que les parents adoptifs se posent beaucoup, là. Fait que je vais apporter ça sur le tapis. Fait qu'on va voir dans le fond un peu le cheminement d'un enfant adopté que j'ai nommé Alain. Je vais pas chercher trop loin, c'est le nom de mon mari. Fait que ça va être trop dur à trouver. Mais on va mettre Alain dans différentes situations. Un Alain qui apprend qu'il est adopté quand il est tout petit. Un Alain qui apprend qu'il est adopté quand il est ado. C'est
quoi les réactions, ou quand il est adulte. On va le mettre dans différentes situations aussi au niveau des résultats de recherche. Comment un adopté réagit quand la mère nie avoir eu un enfant? Parce qu'il y a différentes réactions selon l'âge. Selon l'âge, oui. Puis différentes réactions aussi selon les résultats de retrouvailles, les résultats de recherche, pardon. Les résultats de retrouvailles, c'est sûr, on espère que ça en soit des bonnes. C'est pas toujours le cas. Fait comment on réagit dans ces deux situations-là, quoi faire, quoi ne pas faire. On va voir aussi quand une mère nie, quel impact ça a sur l'enfant adopté, quand il y a un refus, quand il y a un décès. Fait qu'on va mettre notre Alain fictif dans toutes ces situations-là. Fait que ça va aider les personnes confiées à l'adoption à mieux comprendre leur réaction, parce que des fois, on se dit, bon là, comment ça se fait que je ressens ça? C'est quoi? Ça vient de où, ça? Pourquoi je réagis comme ça? Je me reconnais pas. Fait que je vais pouvoir, dans les capsules, expliquer tout ça. Donc, c'est une capsule, ça le dit, c'est quelque chose de petit. Donc, c'est des capsules qui vont durer 5 minutes et moins. Fait que ça sera pas long ou plate, ou en tout cas, je l'espère que ça sera pas long ou plate. Puis, je vais donner le meilleur de moi-même là-dessus. Puis, c'est ça, on va aborder aussi les sentiments des parents adoptifs, des parents biologiques. Fait que tout ce qui touche à l'adoption puis au processus de recherche et des retrouvailles, là, je pense qu'on pourrait en parler à l'infini. C'est tellement grand, c'est grandiose en même temps. Il y a des choses que nous, on vit que les gens qui sont pas touchés par ça ne vivront jamais de leur vie. Des joies immenses, puis tout ça, mais aussi des peines. Fait que on va emmener tout ça. Puis c'est vraiment là pour faire connaître tout ce monde-là, tout ce monde à part, là, si je peux me permettre. Puis c'est pour ça que ces capsules-là, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup que ce soit partagé parce que pratiquement tout le monde connaît une personne touchée par l'adoption. Donc, en partageant les capsules, ben ça va permettre de leur donner un petit coup de pouce à ces personnes-là. Puis je vais aussi aborder comment on fait des recherches maintenant avec la nouvelle loi, avec la fusion des pôles de recherche. Comment ça marche tout ça? Fait qu'on va aborder vraiment toutes les facettes qui peut toucher une personne adoptée, non adoptée, les personnes orphelines, les parents, puis les parents adoptifs aussi, parce que c'est sûr que eux, on va en parler un peu moins longtemps parce que leur réalité est peut-être moins lourde de conséquences sur toute leur vie, là, tu sais. Un parent adoptif, il aime ses enfants comme si c'était les leurs. Fait qu'à un moment donné, ça devient un parent, point. Un papa, une maman, puis il va donner le meilleur de lui-même à son enfant adopté, son enfant qu'il a choisi. Du moins, on l'espère. On sait que il y a des vies qui sont belles et moins belles, tant chez les familles adoptives que les familles naturelles. On se le cachera pas. Donc, on va faire le tour de tout ça, puis j'espère vraiment que ça va venir en aide à toutes les personnes touchées. Ou non, parce que ça va aider les personnes non touchées, mais qui connaissent quelqu'un, à les comprendre, à comprendre leur réalité, puis peut-être à moins juger également. Oui, c'est important, ça aussi. Oui. Encore dernièrement, j'ai parlé à une personne qui croyait que les adoptés, on manquait de gratitude envers nos parents adoptifs. Ben là, t'en as des parents, pourquoi chercher les autres? C'est ingrat, puis envers eux, puis tout ça. Et là, cet homme-là, à force de parler ou d'entendre parler de ce sujet-là, il a compris, ben non, c'est pas de l'ingratitude, c'est un besoin très, très profond, puis ça n'enlève pas l'amour pour les parents adoptifs. Fait que j'aimerais que les capsules permettent cette réflexion-là à toutes les personnes qui sont pas touchées directement par l'adoption. Que ces gens-là comprennent que non, c'est pas de l'ingratitude, c'est juste un besoin. Besoin de savoir qui on est. C'est son identité qu'il cherche, dans le fond, là. Exactement. Puis nos parents adoptifs, on peut les représenter par une orthèse de luxe. Quand une personne est amputée d'une jambe, elle a besoin là d'une orthèse, d'une prothèse pour être capable de continuer à marcher puis de vivre sa vie. Puis il y a des prothèses qui sont
tellement bien faite que la personne se rendra plus compte qu'elle a une prothèse. Elle va marcher comme n'importe qui d'autre. On va le savoir qu'elle a une prothèse quand on voit le pantalon qui remonte un peu puis que c'est une tige de métal. Ah, c'est une prothèse. À part ça, on s'en rend pas compte, là. Même chose pour les enfants adoptés. On mène notre vie puis on oublie, on n'est pas toujours en train de penser 24 heures sur 24. Alors moi, je suis adoptée, j'ai pas mes vrais parents, c'est pas de même que ça marche, là. On fait notre vie puis on avance dans la vie normalement. Puis quand le pantalon lève un peu, oui, c'est vrai. Ce serait le fun de savoir à quoi qu'elle ressemblait cette jambe-là avant d'être amputée. Tu sais? OK. Ouais, ben, on espère tous que ton mari Alain ne va pas se sentir bardassé là, avec dans toutes les situations que tu vas le mettre. Ben, il a vu la photo de mon Alain, effectivement. Okay. Je pense qu'il se sent pas trop concerné. Quelle envergure prendra ce projet? Ben, c'est sûr que les conférences, le but, ce serait d'en faire un peu partout. Puis, fait que c'est sûr que je commence par ma région, la Mauricie, mais partout où ça va m'amener, j'ai déjà des demandes pour le Lac-Saint-Jean, pour Mont-Laurier, j'ai déjà des demandes un peu partout. Fait que ça va prendre l'envergure que les gens ont besoin que ça prenne. Si on me dit, viendrais-tu d'en faire une conférence, un souper conférence chez nous? Oui, je vais y aller. Il faut ramasser du monde, par exemple. On va payer mon gaz, là. Mais c'est certain que moi, ça me dérange pas de me déplacer. J'aime conduire, fait que ce besoin-là est partout. Et si ça doit être trop loin, ben, on prendra Zoom, puis on la fera sur Zoom, comme celle que j'ai faite en décembre dernier, c'était en France, là. OK. Ça s'est fait sur Zoom, là. Fait qu'il n'y a pas de limite maintenant avec Internet. Fait que je peux me déplacer, puis là où c'est vraiment trop loin, on zoomera la conférence, c'est tout. Puis ça va atteindre tout le monde. Donc, ce sont les membres qui décideront, dans un sens, comment ça va évoluer, là. Oui, parce que moi, je suis prête à répondre aux besoins des gens. Puis, comme Caroline Fortin du Mouvement Retrouvailles me disait, elle dit, ça va peut-être même combler les besoins que le mouvement n'a pas pu faire parce qu'ils peuvent pas être dans toutes les régions, là. Mais les gens dans les autres régions ont quand même besoin de rencontres physiques. Alors, ces conférences-là vont pouvoir combler dans une certaine mesure le besoin des rencontres. Parce que c'est certain que j'ai pas l'envergure du mouvement Retrouvailles, là. Tu sais, on s'entend que c'est pas mal plus gros que moi ce que je peux apporter. Par contre, l'information, les contacts, les réunions entre adoptés, ça reste qu'on en a toujours besoin, puis ça nous fait toujours du bien. Quand on se retrouve entre personnes touchées par l'adoption, on a l'impression d'être dans une grosse famille chaleureuse. OK. Fait que ça nous fait toujours du bien de se rencontrer, c'est certain. Fait que les conférences vont apporter ça sans que j'aie la prétention de combler les besoins comme le mouvement Retrouvailles le fait, là. Mais puis je veux répondre aux questions des gens. Donc quand je vais annoncer une conférence, je vais dire aux gens, si vous avez des questions que vous voulez que je parle dans la conférence, dites-le moi, je vais l'ajouter. Puis il va y avoir une petite boîte à questions à l'entrée. Une boîte à questions et d'identification aussi. Sans dire le nom, si la personne ne veut pas être nommée. Moi, je suis adoptée, j'ai telle question. OK. Moi, je suis une mère bio, j'ai telle question, mais je veux pas être identifiée. Parfait, je vais y répondre. Puis, si je la connais pas, la réponse, parce que je suis quand même pas une encyclopédie à deux papes, ben, je vais prendre l'adresse courriel de la personne, si elle veut me la laisser, et je vais y répondre. Sinon, je vais le répondre en public. Bon, ben, pendant la conférence, on m'a posé telle question, voici la réponse. J'ai fait les recherches, je me suis renseignée à telle place, et je vais donner les réponses. Toute question mérite une réponse. Donc, tout se fait dans le respect de tout et chacun, là. Ah oui, c'est important, ça. C'est important que les personnes se sentent bien, parce que c'est profond, les sujets, hein. Fait que, généralement, les personnes n'ont pas peur de s'identifier, mais si ça l'arrivait, on garde l'anonymat de la question, puis je peux y répondre dans l'anonymat. Voici, on m'a posé telle question, voici les réponses, puis sans que les personnes soient identifiées. Donc, les besoins des personnes, je l'espère, vont être comblés grâce à ça. Puis, on va pouvoir relancer une tournée de rencontres. Fait que ça va être sous forme de souper-conférence. Oui, OK. Le temps file, Lynn. Oui, ça va vite. Oui, tu veux revenir sur ton histoire personnelle?
Ben, l'histoire personnelle, dans le fond, c'est que j'avais bien sûr ouvert mon groupe pour trouver ma mère d'origine. C'est comme ça que je l'ai trouvée. Grâce aux observations que ma mère a fait sur mon groupe, là, elle regardait qui j'étais, tout ça. Bon, après le refus, j'avais composé une chanson, ça l'a touchée. C'est ce qui lui a donné le goût de me donner une chance et de s'en donner une. Puis on est en contact depuis ce temps-là. On est vraiment heureuses ensemble, là. J'ai une belle famille. Puis toute la parenté m'a accueillie, tu sais. Le mari de ma mère m'a accueillie comme si j'étais sa fille. Mes frères, je suis leur sœur. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et la parenté, comme leur nièce, comme leur cousine, je suis vraiment bien accueillie dans cette famille-là. Mais l'ouverture du site m'a amenée à travailler là-dedans. Puis c'est là que j'ai appris beaucoup. J'ai appris auprès de plusieurs adoptés dans mon groupe, oui, mais dans mon travail aussi, plus encore. Puis tous ces outils-là que j'ai ramassés au fil des ans, mais je voulais pas garder ça pour moi. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai voulu partager ça dans la conférence que j'avais fait en 2013, là, dans un colloque du mouvement. Je voulais partager ces outils-là parce qu'ils sont importants, puis ils sont faciles à utiliser. C'est rien de compliqué. Fait que je voulais vraiment que les personnes touchées par l'adoption, surtout les personnes adoptées, arrêtent de souffrir. Puis c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur mon histoire, d'où il vient ce bagage-là, d'où elle vient cette passion-là. Ben c'est de là que ça vient, de ma propre histoire, de mes recherches pendant 15 ans, de toutes les démarches que j'ai faites, les annonces que j'ai placées dans le bas du fleuve partout, les périodes d'espoir, les périodes de désespoir, puis l'espoir qui revient, jamais abandonné. Fait que tout ce bagage-là, ben je voulais le partager. Puis c'est pour ça que, comme avec ta chronique, ça me permet de partager beaucoup, mais avec les capsules puis avec les conférences, je vais pouvoir partager plus encore. Fait que c'est un beau gros bagage plein d'idées positives, plein de belles choses à apprendre. Puis on grandit avec tout ce que j'ai appris au niveau du travail notamment. Donc, c'est cette passion-là que je veux partager avec les gens. Puis leur amener une consolation puis un soulagement. Puis, hey, je suis normale. Ça, juste ça fait du bien. Oui. Tu disais que toi, tu étais bien tombée, tu étais acceptée de toute la famille élargie, là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Malheureusement, non. Puis, comment on doit gérer ça quand c'est pas le cas? Comment est-ce qu'on est obligé de continuer les retrouvailles même si ça va pas bien? Est-ce qu'on est obligé, entre guillemets, d'endurer ça? Non. Mais comment on fait? T'sais? Fait que ça, c'est toutes des questions que je vais répondre dans les capsules. Puis comment gérer ça, cette affaire-là? C'est pas si simple. Ben, c'est simple à faire, mais faut pas qu'on devienne qu'on ait le sentiment, de culpabilité si on doit couper les ponts. Oui. Puis les personnes à qui c'est arrivé m'ont tous dit, mais malgré tout, je suis tellement contente d'avoir fait les recherches, je sais d'où je viens, j'ai les réponses à mes questions, j'ai mes antécédents médicaux. Fait que même si je dois couper les ponts pour X raisons, je ne regrette pas d'avoir fait ça. Mais souvent, quand ils le retrouvent, par les demi-frères et demi-sœurs, certains sont considérés comme des voleurs d'héritage. Oui. Fait que ça, faut rassurer la famille biologique, les enfants adoptés, tout ce qu'on veut, nous, c'est notre histoire. C'est des photos. Vous voulez pas de retrouvailles, c'est correct, c'est votre choix. Vous vous privez de quelque chose de beau, mais bon, vous avez le libre choix. Mais pouvez-vous au moins parler des antécédents médicaux puis donner des photos pour que l'enfant adopté puisse enfin s'identifier à quelqu'un, voir à qui il ressemble. Ça, c'est super important. Puis, ça l'oblige à rien de faire ça. Mais pourquoi priver l'enfant adopté de ça? Oui, parce que c'est important, les antécédents médicaux, à cause des maladies héréditaires. Ben oui, c'est ça. Fait que si c'est possible de le faire, faites-le. Moi, j'avais déjà une mère dans le cadre du travail qui avait nié être la mère. Puis après, il avait écrit une lettre, là, qu'on savait que c'était la mère, mais que de dire que c'était elle n'était pas obligée d'accepter les retrouvailles quand même, là. Fait que ça, puis on a demandé les antécédents médicaux.
Puis cette dame-là a dit, moi, j'ai été agressée sexuellement. Savez-vous ce que c'est, vous, madame, d'être agressée, puis tout ça. Puis on voyait toute sa souffrance, là. C'était tellement triste, là. Mais cette dame-là était d'une générosité. Elle a donné tous les antécédents médicaux de la famille proche. Elle, ses parents, c'est sûr qu'elle pouvait pas donner ça de l'agresseur, là, on comprend. Mais elle a donné aussi de toute la parenté pour être sûre que ça couvre tout ce que le médecin pouvait avoir besoin si l'adopté avait des maladies ou des problèmes. Fait qu'elle elle a compris cette importance-là, puis elle l'a donné largement. Fait que ça y a rien enlevé, elle, mais ça l'a donné beaucoup à son enfant. OK. Le temps file vraiment. Il reste 6 minutes. Si tu y allais avec des avis de recherche. Les avis de recherche, bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ça fait longtemps. Oui. Bon, on avait fait à la dernière chronique, un peu à course, parce que j'étais trop ma mère, vous avez trop parlé. Donc, j'ai Jean Charon qui recherche la famille de son père biologique qui s'appelait Régent Lauzon. Il est décédé en 96. Donc, il recherche toute personne qui aurait connu son père, qui aurait eu des informations, des photos sur lui. Et la conjointe s'appelle Louise Bélanger. Elle est née en 1939. Elle est décédée en 98. Donc, toute personne qui a des informations sur cette famille-là, s'il vous plaît, de me contacter. J'ai ensuite Sophie Hamelin. On a déjà parlé d'elle, mais elle n'a toujours pas trouvé. Elle recherche sa mère. C'est une Africaine. Elle est née à Grande-Rivière-du-Nord. Elle portait le nom de Chantal Pierre. Donc, elle est arrivée au Québec. Sophie est arrivée au Québec. Elle avait 10 mois seulement. Puis, la maman aurait demeuré dans Montréal, là, dans l'ouest de Montréal, pardon. Donc, elle recherche activement sa maman. Et finalement, j'amène une recherche aussi d'un papa biologique qui recherche son fils, qui ne l'a toujours pas trouvé. C'est Gino Messier qui recherche son nom du prénom de Mathieu. Mathieu est né le 26 novembre 71 à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On l'a toujours pas retrouvé. Donc, on le recherche activement également. Sa mère s'appelle Louise Bilodeau. Puis elle a un frère qui serait prénommé Simon. Donc, si quelqu'un se reconnaît, Gino aimerait bien savoir comment va son fils. Donc, pour toute information, s'il vous plaît, me contacter à linperron1 à commercialgmail.com, Lynn avec un Y. Ce serait très important pour ces personnes-là. Oui, pour des capsules conférences, est-ce qu'il faut s'inscrire à quelque part? Bien, si vous êtes inscrite dans mon groupe Adoption, Émotion, Retrouvailles, vous allez les voir arriver. Sinon, ça peut être sur mon compte YouTube, Lynn Perron. Vous allez reconnaître, là, ça va être bien écrit, capsule numéro 1, Adoption, Émotion, Retrouvailles. Une recherche sur Google, vous allez les trouver également. Donc, mais c'est sûr qu'en étant inscrit sur Adoption, Émotion, Retrouvailles, vous ne manquerez rien. Vous allez pouvoir les retrouver. Parfait. Puis on va annoncer là, bien sûr, chacune des conférences, là, quand les dates vont être établies. Donc, si vous êtes déjà s'ils te suivent sur MSN, ça se fait automatiquement, là, si je comprends. Sur Facebook. Adoption, Émotion, Retrouvailles, c'est sur Facebook, oui. Puis, il y a YouTube aussi. Mais c'est mieux Adoption, Émotion, Retrouvailles que YouTube parce que là, j'ai l'interaction avec les personnes qui sont touchées directement, là. Fait que les questions, c'est là qu'elles vont se poser, les réponses, c'est là qu'elles vont se donner. Donc, c'est mieux d'aller directement sur Adoption, Émotion, Retrouvailles, un groupe Facebook. Parfait. Alors, donc, oui. Alors, la prochaine fois, on va parler peut-être plus là de ces conférences-là. C'est sûr que j'attends que la saison des tempêtes soit passée, là, mais là, on va avoir des sujets plus précis à aborder, là. La saison des tempêtes, ça achève. Ça achève. On a assez eu, je crois. Oui, oui, c'est ça. On en a eu en masse.
Donc, mais c'est certain que parfois des gens partent de l'extérieur puis ils viennent, là, fait qu'on veut pas mettre personne en danger. Là. Alors, ça va aller plus en avril là, que je vais les commencer. Parfait. C'est tout le temps que nous avons, Lynn. Je te remercie de ta participation ce mois-ci. Ben, ça me fait plaisir, puis on se dit à très bientôt. Oui, au mois prochain. Oui, avec plaisir. OK, bye-bye. Bye-bye. Oui, ici Jean Lavigne.